Présidente de l'IEC, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction, chers amis, je suis très heureuse d'ouvrir cet après-midi qui va traiter de questions passionnantes, mais néanmoins complexes, et c'est au double titre de conseiller régional d'Île-de-France et de présidente du Centre Hubertine Auclair que je me réjouis des discussions qui vont suivre. En effet, et ce ne sont pas, je pense, les intervenants et intervenantes de la seconde table ronde qui me contrediront, la sexualité, et notamment la sexualité des femmes, est un tabou aujourd'hui. Or, en digne présidente du centre de ressources qui porte le nom d'Hubertine Auclair, j'aime à mettre en lumière ces non-dits. C'est tout l'enjeu du centre Hubertine Auclair que de mener ainsi des actions destinées à promouvoir et diffuser une culture de l'égalité. J'imagine que vous connaissez toutes et tous ce centre, mais permettez-moi de vous en dessiner les grandes orientations. Organisme associé du Conseil régional, comme ça vient d'être dit, le Centre Hubertine Auclair réunit en son sein associations féministes, syndicats et collectivités locales. Il accompagne les porteurs et porteuses de projets en faveur de l'égalité femmes-hommes. Parmi les missions du centre, nous proposons un appui spécifique sur l'éducation à l'égalité, puisque nous accompagnons toute structure ou personne souhaitant mettre en place une démarche en faveur de l'égalité filles-garçons en milieu scolaire et périscolaire. Nous proposons aussi sur notre site Internet un annuaire des associations intervenant dans les établissements scolaires, des outils spécifiques au monde éducatif et les données clés. Enfin, et toute l'équipe du centre qui est présente aujourd'hui est très fière de ce projet mené à bien et enrichi chaque jour. Vous trouverez sur notre portail Internet une Égalitech, base de données en ligne qui regroupe de très nombreux outils sur la thématique qui nous est chère, l'égalité femmes-hommes. Mais revenons au sujet qui nous réunit dans cet amphithéâtre aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de tabou, à propos de la sexualité des femmes, voire de la sexualité tout court. Plus qu'un tabou, c'est le regard même d'une société qui est en jeu. Si l'égalité femmes-hommes allait de soi, aurions-nous besoin de nous interroger sur la place de la sexualité dans l'éducation à l'égalité? Si l'égalité femmes-hommes allait de soi, nous interrogerions-nous sur la place donnée à l'orientation sexuelle dans l'éducation nationale et, par exemple, dans les manuels scolaires? Je suis certaine que dans la table ronde qui va suivre, des éclairages importants nous seront apportés sur ces sujets. Je suis aussi convaincue que la société doit s'emparer de ces questions et les placer sur le devant de la scène, car nous savons depuis l'Antiquité qu'il ne fait pas bon rester dans sa caverne. Le Conseil régional d'Île-de-France, avec son président Jean-Paul Huchon, a choisi la lumière à l'ombre. Depuis plus d'une décennie, la majorité régionale a mis en œuvre une ambitieuse politique d'égalité entre les sexes et les genres dans presque tous ses domaines d'intervention. Je tiens ici à saluer particulièrement mes collègues les vice-présidents et vice-présidentes. Laure Le Châtelier, si j'ai bien compris, sera là cet après-midi. Ariette Zouguebi, Emmanuel Kos et Abdellah Kachouri, qui est en charge le Centre Hubertine, pour leur engagement sans faille dans ce domaine. C'est en partenariat avec les centres de recherche que le Conseil régional a d'abord créé l'Institut Émilie de Châtelet, puis il y a maintenant 2 ans avec les actrices et acteurs associatifs, le Centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, Centre Hubertine Auclair. Ainsi, il allait de soi que ces nos deux organismes, travaillent main dans la main pour préparer 2 après-midi sur les 4 que comptent les assises de l'UEC. Assises, le terme est bien choisi, qui souligne la volonté de faire se rencontrer recherche et société civile pour bâtir ensemble une société égalitaire. De même que l'action du Conseil régional qui s'appuie sur le travail et la collaboration de nos 2 structures pour faire avancer l'égalité femmes-hommes en Île-de-France et au-delà. Pouvait-il d'ailleurs en être autrement, avec 2 figures aussi volontaires qu'Hubertine Auclair et Émilie du Châtelet? Laissons désormais place à l'expertise, la rigueur et l'intelligence. 3 notions qui, je crois, devraient tous nous guider lorsque nous traitons de ces questions d'égalité entre les sexes. Bonne assise, bonne table ronde et bon débat. Marie-Elisabeth Handman, je suis anthropologue à l'EHSS et membre du comité directeur de l'IEC. Et j'ai, tout au long de ma carrière, travaillé sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et puis, à ma droite, c'est Michel Bozon, qui est sociologue,
qui travaille à l'INED et à l'École de hautes études en sciences sociales, et qui est spécialiste de la sexualité, thème sur lequel il a écrit beaucoup d'ouvrages et d'articles, et donc qui ouvrira les travaux de cet après-midi. Donc mon rôle aujourd'hui était de vous présenter l'IEC, ce qui est un rôle tout à fait agréable pour ceux qui ne connaissent pas l'IEC et peut-être un peu ennuyeux pour ceux qui le connaissent déjà. Mais bon, pour que ceux qui ne le connaissent pas sachent que nous sommes une fédération de recherche qui a été créée en 2006 grâce à la région Île-de-France, qui l'a soutenue financièrement, avec pour mission de développer et de diffuser les recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Et nous sommes vraiment très reconnaissants à la région d'avoir considéré ce champ comme prioritaire, parce que ça permet de combler les manques du ministère de la Recherche, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est toujours extrêmement frileux à l'égard de ces problématiques. L'IEC est donc une fédération de recherche qui regroupe aujourd'hui 17 partenaires, alors qu'en 2006, nous étions 11 partenaires, qui sont les universités et les grands établissements de la région Île-de-France. Et de cette manière, il fédère des chercheurs et des chercheuses, non seulement des sciences sociales, mais parce qu'il existe déjà des regroupements de chercheurs et chercheuses en sciences sociales sur le thème du genre et de la sexualité, mais aussi des sciences biologiques, des sciences humaines, de la création artistique, autrement dit une pluridisciplinarité ou interdisciplinarité très large. Et c'est vraiment ce qui fait la spécificité de l'IEC. Et je pense que cet accroissement du nombre de partenaires en 5 ans traduit la visibilité qu'a acquise l'IEC dans le champ universitaire et des progrès que son existence a permis d'enregistrer quant à la nécessité d'ouvrir les universités et établissements de recherche aux problématiques du genre. C'est donc assez réciproque. Alors, comment fonctionne l'IEC ? Il a 3 instances principales, un comité de direction où siège un représentant de chaque établissement membre de la fédération, un conseil scientifique dont l'une des tâches est de constituer le jury de sélection des allocataires doctorants et postdoctorants que finance la région, je reviendrai là-dessus, et une autre de choisir les titres des ouvrages en langue étrangère à traduire en français. Car une des tâches de l'IEC est aussi de permettre de connaître les travaux qui se font à l'étranger et les manques qui existent dans la possibilité d'accès à ces travaux quand on ne connaît pas les langues étrangères. Et donc, à peu près au rythme d'un volume par an depuis 1 an et demi, l'IEC a permis la traduction du livre de Carole Patman, Le contrat sexuel, et travaille actuellement à la traduction de celui de Anne Foster Sterling, Sexing the Body, et de Iris Marion Young, Throwing Like a Girl. Donc on pense que celui de Foster Sterling sera terminé à la rentrée prochaine et celui de Iris Young un peu plus tard. Et puis il y a un conseil d'orientation qui est composé essentiellement de membres de la société civile, grâce auquel l'IEC ne s'enferme pas dans sa tour d'ivoire de chercheurs. Ce conseil d'orientation organise une fois par mois un café de l'égalité, qui est un peu à l'image des cafés philosophiques, cafés géographiques qui ont existé ou existent encore dans Paris, et qui aide à la mise en place des assises et au thème qui sera retenu.
Ça, j'y reviendrai également. Le conseil de direction oriente la politique de l'IEC et fixe les tâches de l'année. Et entre autres, il établit le budget de l'année. Et parmi ces tâches, il y a donc l'organisation des assises en liaison avec le conseil d'orientation, l'organisation de colloques qui sont assez nombreux. Le dernier en date qui était juste avant l'été s'intitulait « Mon corps a-t-il un sexe ?» et permettait de regrouper des préhistoriens, des spécialistes des sciences cognitives, de la médecine biologique, etc. Et le conseil de direction organise également des séminaires mensuels, comme par exemple toute l'année dernière, les séminaires sur les 40 ans de recherche féministe. Et enfin, parmi ces tâches, il y a le suivi des allocataires. Alors ça, pour moi, c'est un thème d'autant plus important que c'est moi qui en suis responsable, donc je vais vous en parler un peu plus longuement que ce que je vous ai dit du reste, parce que la région offre à des étudiants, doctorants ou post-doctorants, des allocations de recherche. En général, chaque année, jusqu'à présent, 5 allocations doctorales qui peuvent durer de 2 à 3 ans et 5 allocations postdoctorales qui peuvent durer de 12 mois à 18 mois. Et comme je vous disais tout à l'heure que le ministère de la Recherche était un peu frileux en matière de travaux sur le sexe et le genre, ces allocations de la région viennent combler un vide terrible parce que vous savez sans doute à quel point il est difficile pour les étudiants aujourd'hui de travailler sans ressources. Et la plupart ont un mal fou à finir leur thèse dans les temps parce qu'ils sont obligés de faire des travaux de subsistance au lieu de se consacrer à leur travail de thèse. Donc, chaque année, l'IEC organise une journée jeune recherche au cours de laquelle les doctorants en fin de thèse, mais surtout les postdocs, présentent leurs travaux, et une journée des doctorants où les étudiants qui sont en milieu de thèse, disons, peuvent exposer aussi leurs travaux. Et bien sûr, ces journées sont ouvertes au public intéressé. Donc, comme vous le voyez, la tâche de l'IEC est immense et elle est à la mesure de ce qu'il reste à parcourir pour parvenir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes, les homosexuels et les hétéros, les trans, les intersexes, les prostituées, les femmes honnêtes. Et je pense que la session d'aujourd'hui permettra sans doute de franchir quelques pas en ce sens. Alors le thème des assises cette année est effectivement l'éducation à l'égalité entre les sexes et s'inscrit dans la suite des premières éditions des assises, celle de 2008 qui portait sur les résistances à l'égalité et celle de l'an dernier qui portait sur l'engagement féministe aujourd'hui. Et à l'origine des assises, il y a la constatation que ce n'est pas parce que le droit n'accepte plus l'inégalité entre les femmes et les hommes que l'égalité est bien installée dans la pratique. Et on peut même dire que l'égalité serait réalisée et que les injustices et la domination appartiendraient à une époque révolue sont aujourd'hui un des principaux obstacles à une action pour l'égalité des sexes et des sexualités dans la pratique. Donc le droit nous coupe un peu la chance de mettre en évidence que les inégalités se perpétuent. Alors la semaine dernière a été abordée la question de l'éducation au fil de la vie et notamment aux toutes premières étapes de la socialisation
que ce soit en famille, à la crèche, à l'école primaire. Mais pour beaucoup d'éducateurs et de parents, ils ont l'impression qu'ils traitent les garçons et les filles de la même manière. Et il faut donc des recherches bien affûtées pour s'apercevoir qu'en réalité, il n'en est rien et que cette éducation primaire jette les bases précoces d'une hiérarchie de genre. Aujourd'hui, la séance sera dédiée à ce qui se passe à l'école et autour de l'école, et dans le fait que, bien que l'éducation nationale en France fonctionne de manière assez centralisée, en réalité, tout ce qui concerne la sexualité et l'égalité des sexes est laissé à l'appréciation de chaque établissement et des parents qui se joignent aux établissements pour permettre une éducation sexuelle et éducation à l'égalité. Donc, la place qui est donnée à la formation technique et à la prévention des risques en matière de sexualité fait que l'égalité entre les sexes et les sexualités n'est pas l'objectif central de cette éducation. Et pourtant, elle pourrait l'être. Alors ça veut dire que la division du travail dans la sexualité, mais aussi dans la prévention et dans la contraception, ne change pas. Nous verrons comment on peut essayer de faire bouger la... Alors c'est peut-être intéressant de rappeler, parce que je crois que ça fait beaucoup de bruit dans la presse, que puisqu'on parle d'éducation à la sexualité, on pourrait parler aussi de l'éducation au concept de genre, et que le fait que le ministère de l'Éducation nationale ait considéré qu'il fallait qu'à partir de la classe de seconde, les élèves aient accès à ces concepts, qui sont des concepts scientifiques, des sciences sociales, il est vrai, mais une partie de l'UMP et de la droite de l'UMP a contrecarré et tâché de faire éliminer ces paragraphes des manuels scolaires au motif qu'il n'y a que deux sexes qui ont été voulus d'ailleurs par Dieu. Donc on se trouve devant un peu la même situation que les créationnistes face aux avancées scientifiques des origines, et je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on puisse défendre ces acquis de la recherche féministe et la faire entrer à l'école. Je dirais même, mais ce sera certainement évoqué dans l'après-midi, que si ça commençait à la maternelle, ce serait très bien.